Merci à Sébastien, donc maire, et à France Ville Durable pour cette invitation et cette tribune. Donc, on va essayer d'aller vite parce qu'il faut tenir le temps. Du coup, voilà le thème de cet événement autour de la régénération, où j'aime bien les deux termes là d'ailleurs, à la fois préparer, mais surtout avant ça, réparer les territoires pour les adapter aux défis de l'Anthropocène. Donc on va parler pas mal d'adaptation et de ce projet de réparation qui, à mon sens, est un enjeu fondamental de l'urbanisme contemporain. Alors, évidemment, on l'a tous dit ce matin, le constat est partagé, il faut agir. On a aussi quand même dit beaucoup, finalement, il y a plein de dynamiques en cours, il y a plein de mouvements, il y a plein de nouveaux termes, il y a plein de concepts et peut-être pas suffisamment d'action. Donc on va répéter quand même, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Et on va rajouter d'ailleurs qu'il faut agir, oui, mais en plus, vite. Pourquoi vite? Et pourtant, vite, en même temps, c'est faut faire attention à la précipitation, mais en tout cas, il faut agir vite. Pourquoi? Parce que, en fait, les domaines sur lesquels on travaille, eh ben, il y a un cycle long, ça prend du temps. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est l'héritage des décisions qui ont été prises avant-hier et hier. Et les décisions que l'on prend aujourd'hui auront des conséquences, malheureusement, pas toujours aujourd'hui, mais plutôt demain et après-demain. Donc, il a été question déjà ce matin, et je pense que c'est important de le préciser par rapport à cette idée de la régénération et de la préparation et de la réparation des territoires. Ça met en exergue un terme très important qui est la question, et une idée, enfin un mouvement très important qui est la question de l'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années que les enjeux de la soutenabilité, alors on peut, ce matin il y a des questions sur les termes. C'est vrai qu'on voit quand même pas mal passer les concepts les uns derrière les autres et on les oublie en disant finalement le précédent n'était pas le bon. Je pense qu'on c'est à peu près tous, il faut aller tous dans la même dynamique. Mais en tout cas, on va dire que ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que les questions environnementales, développement durable, soutenabilité sont arrivées dans les projets d'aménagement et les projets de construction. Mais pendant, on va dire, les 15 premières années, on s'est beaucoup focalisé sur des logiques d'atténuation. Donc on dit carbone, d'ailleurs on a dit tout à l'heure que le carbone avait pris le pas il y a longtemps. En fait, c'est pas vrai, c'est pas le carbone qui a pris le pas il y a longtemps, c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment pas grand-chose, même dans le carbone. Le carbone est au moins un peu plus multicritère, mais ça veut dire que sur les 20 années de prise en compte opérationnelle dans les projets d'aménagement et de construction, pendant 15 ans quasiment, on a consacré beaucoup de temps à s'occuper de l'énergie, et évidemment, tout le monde le sait, sur un périmètre qui est en gros la construction neuve, qui ne représente quasiment rien. Donc on s'est occupé en fait d'une seule facette de la question de la durabilité sur un périmètre extrêmement restreint. J'aime bien dire, pour caricaturer un peu, mais je ne vais pas faire la démonstration parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qu'en gros on a consacré 99,9% des moyens sur 0,1% du problème. C'est à peu près les ordres de grandeur quand on s'intéresse à l'énergie simplement dans le neuf. Mais en tout cas, on était un peu en France sur l'idée qu'il faut atténuer, donc pas décarboner d'abord, déconsommer, c'est ensuite, ça fait 5 ans en gros que le carbone devient un peu quotidien dans l'aménagement et la construction, donc on a d'abord en fait tout misé sur, on va pouvoir appeler ça finalement, pour faire le parallèle avec la décarbonation, sur la déconsommation. Déconsommer, décarboner. Bon, sauf qu'on sait bien que tout ça prend du temps, et alors on croyait peut-être un peu trop en France que si on faisait tout très bien en termes de déconsommation et de décarbonation, eh bien, miracle, le changement climatique n'aurait pas lieu. C'était je sais pas, une espèce de croyance peut-être en une forme de progrès absolu sur les solutions technologiques, on va dire, pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et en fait, les spécialistes, les scientifiques n'ont jamais dit ça. Les mouvements sont en cours, les dynamiques sont en cours, le changement climatique est en cours. Et donc, en parallèle de l'atténuation, parce qu'évidemment, il ne faut pas arrêter d'atténuer, il faut aujourd'hui s'adapter. On est passé par la crise sanitaire d'abord, puis les 2 derniers étés, l'été 2022, qu'on pourrait appeler l'été meurtrier, qui a rappelé que les choses étaient déjà en cours. Moi, j'aime bien dire, finalement, vive l'été 2022, c'est un peu se prendre un rapport du GIEC en pleine figure. Et donc, après 2022, on ne peut plus dire que les épisodes caniculaires n'existent pas, que le réchauffement climatique n'existe pas, même si ce matin, il a été question à un moment de climato-relativisme, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Il y a toujours une forme de relativisme qui est là, beaucoup moins de scepticisme et de relativisme un peu oui.
Donc, il faut atténuer et il faut s'adapter à un monde changeant. Donc, ce qui est assez intéressant, on va décrypter un peu ce qui se passe finalement dans le passage de l'atténuation à l'adaptation, parce que ce sont des logiques qui sont assez radicalement différentes, et parfois même, d'ailleurs, des projets qui sont en opposition. Donc il faut faire très attention à bien trouver la corrélation finalement et les effets, enfin les synergies, les effets corrélés entre atténuation et adaptation. D'abord, moi j'aime bien dire que cette idée de l'adaptation, c'est ce qu'on voyait un peu sur la courbe précédente avec l'idée qu'on pouvait par l'atténuation agir en fait sur la pente de la courbe, mais l'adaptation c'est anticiper. Donc la notion très très importante, c'est la question de l'anticipation et c'est faire en anticipation de données de demain. On va y revenir. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'aime bien utiliser ces termes. Donc on voit passer là, de l'atténuation à l'adaptation en fait, des concepts de la gauche vers la droite. Jusqu'à maintenant, on demandait aux acteurs de la ville d'être des bons perspectivistes dans le sens de représenter de façon la plus réaliste possible en fait, les données connues du passé et du présent. Aujourd'hui, nous devons plutôt devenir de bons ou de pas trop mauvais prospectivistes dans le sens d'anticiper le moins mal possible les données non pas totalement connues mais connaissables de demain. Ça change évidemment considérablement la donne. Donc des données de la perspective à la prospective, des données connues aux données connaissables et aussi un élément fondamental qui transparaissait dans les prises de parole ce matin, il faut passer d'une logique disciplinaire de suroptimisation en fait, par silo à vraiment une logique interdisciplinaire. C'est absolument fondamental, c'est fondamental dans l'atténuation, mais ça l'est peut-être encore plus dans l'adaptation. Et moi j'aime bien dire d'ailleurs que les questions qui nous sont posées aujourd'hui, et même déjà depuis pas mal de temps par les enjeux du développement durable, de la soutenabilité, de la transition, on peut les appeler comme on veut, ou de la bifurcation, font que personne, aujourd'hui, plus personne, de son seul point de vue, de sa seule discipline, de sa seule temporalité, de sa seule localisation, ne peut répondre aux questions qui nous sont posées. Personne ne peut répondre seul aux questions qui nous sont posées. Donc il faut absolument construire finalement des chaînes d'acteurs et des nouvelles gouvernances pour arriver à répondre aux questions complexes qui nous sont posées avec leurs interactions systémiques, etc. Donc, de la discipline à l'interdiscipline et de la planification. J'aime bien dire aussi qu'il faut un peu changer d'approche, même si tout le monde attend la planification, pour au moins donner une grande direction, à une forme de scénarisation. Et comme on avance avec des données connaissables mais pas totalement connues, il faut faire des hypothèses. Et ce n'est pas toujours facile de faire des hypothèses. On préfère demander à des experts quelle est la vérité. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à analyser ce qui s'est passé hier et aujourd'hui et on fait des projections tendancielles. On a un peu du mal à faire finalement de la planification ou de la stratégie ou de la vision basée sur des hypothèses et des scénarios. Mais c'est ça le changement radical qui va s'annoncer. Alors, il y a aussi un élément très important qui va se jouer dans ce sujet d'adaptation, c'est que, quelque part, je viens de dire, passer de données connues à des données connaissables. Les données sont connaissables, il y en a qui sont plus ou moins connues. Sur la question des scénarios du changement climatique, évidemment, il y a des choses qui sont assez connues. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut accepter de travailler avec quelque chose qu'on déteste, surtout en France, avec une forme d'incertitude et d'indétermination. Donc c'est pas rien, il faut travailler avec l'idée de l'indéterminé au cœur du processus. Alors ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, ça veut dire que si on veut pouvoir piloter l'incertitude et piloter l'indétermination, il faut faire de l'évaluation en temps réel. Donc on a parlé du donut, moi j'aime pas trop l'idée personnellement, parce que pourquoi utiliser un gâteau sucré comme idéal, comme représentation de la sobriété, je vois pas trop. Mais en tout cas, la question de la boussole qui a été utilisée ce matin, enfin le terme boussole pour moi me paraît très important, et je dirais même finalement le calcul et l'évaluation comme boussole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le calcul et l'évaluation doivent guider l'action, parce que avancer avec cette idée qu'on est dans une forme d'indéterminé, ben ça veut dire qu'il faut en permanence évaluer ce que l'on fait, et ce n'est pas de l'évaluation a posteriori 10 ans après, parce que c'est trop tard. Il faut arriver à évaluer temps réel, au fil de l'eau, ce que l'on est en train de faire. Et l'évaluation, elle nous permet à la fois de vérifier le bien fondé de ce qu'on fait, les possibles erreurs, et ensuite de recadrer, de freiner, d'accélérer, de changer la trajectoire, d'atténuer, etc., voire de bifurquer, ou voire de remettre en cause. Chose qu'on déteste en France.
d'arrêter quelque chose en disant bah, finalement je pensais que c'était vraiment bien, je l'ai mis en œuvre pendant 4 ans, ça ne marche pas du tout, donc au lieu de laisser si je suis une collectivité, les 35 999 communes faire exactement la même erreur, autant le crier haut et fort en disant surtout ne faites jamais ce que j'ai fait, ça ne marche pas du point de vue de la transition écologique. Mais on déteste ça, évidemment. On adore vanter les mérites de ce qu'on fait et dire qu'on est en général le meilleur. On le voit chez tous les acteurs de la ville. On fait le premier bâtiment bas carbone, le premier quartier bas carbone, le premier bâtiment à quadruple certification, le premier bâtiment du vivant, le premier bâtiment qui va finalement améliorer la qualité de l'air, etc., etc. Bon, il faut arrêter un petit peu, il faut juste essayer de faire les choses de façon intelligente et surtout quand ça ne marche pas, donc il faut changer de culture complètement, c'est que l'échec doit devenir quelque chose que l'on doit partager. Nous n'avons pas la réponse définitivement par rapport aux enjeux de la transition écologique, nous sommes tous en train d'expérimenter, de tester. C'est une période extraordinaire, mais ça veut dire qu'évidemment, dans l'expérimentation, dans le test, il peut y avoir des erreurs. Donc, cultivons nos erreurs et partageons nos erreurs au plus grand nombre en disant « j'ai fait une énorme connerie, ne la faites plus jamais ». Je ne sais pas si ça réveille des choses chez vous, mais bon, ça veut dire aussi que ça change un peu parce que de l'évaluation statistique à l'évaluation temps réel, oui, voilà, c'est ça, c'est que évidemment, sur tous les programmes de décarbonation, enfin, on va y revenir juste après. Il y a quelque chose qui est assez compliqué en fait dans l'atténuation. Et puis je pense que j'aurai le temps de parler que de l'adaptation, manifestement, vu le temps. Il y a quelque chose d'aussi assez nouveau, c'est que, en atténuation, ce qui est très difficile, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, finalement, ça ne sert jamais pour soi. Et c'est vrai. Il faut se mettre dans la tête qu'on ne décarbone pas pour soi. Jamais. Quand on décarbone pour tous. Donc, comme on n'est pas grand-chose par rapport à tous, en fait, on décarbone pour les autres. Donc, on voit bien, en fait, chaque collectivité, enfin, chaque individu, chaque collectivité, chaque région, chaque pays dit tout le temps, mais finalement, à quoi bon? Est-ce que vraiment c'est moi le problème? Et puis, est-ce que je vais en avoir les effets, etc. Non, les effets sont planétaires. Les effets sont partagés, donc quand on atténue, quand on décarbone, quand on déconsomme, on le fait pour tout le monde. Et on voit bien que, en fait, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on remonte toujours d'un cran en disant oui, mais que fait le niveau au-dessus? Oui, mais alors donc que fait la région? Mais que fait l'État? Mais que fait la gouvernance internationale? Donc on le voit bien à chaque COP, on nourrit énormément d'espoir. Et après chaque COP, on essaye d'expliquer pourquoi c'est encore un échec, etc. Ben oui, pourquoi? Parce que évidemment, comme on ne décarbone pas pour soi, on arrivera vraiment, vraiment, vraiment à atténuer correctement le jour où le monde sera gouverné par une valeur qui s'appelle l'altruisme. Tant qu'il n'y a pas d'altruisme, en fait, on ne pourra pas. Donc l'intérêt de l'adaptation, mais attention, parce que c'est tellement intéressant que c'est beaucoup plus facile, et donc il ne faudrait pas oublier l'atténuation. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. L'adaptation, c'est très différent. Parce qu'il y a un intérêt immédiat à faire. D'abord parce qu'on identifie un problème, il fait trop chaud, il y a un problème de qualité de l'air, il y a du son, c'est trop minéral, le cycle de l'eau est altéré, etc. Et donc, on est dans une gouvernance qui est beaucoup plus resserrée, locale, territoriale, plus petit nombre, on identifie le problème, donc ensemble, on va apporter des solutions. C'est ça, en fait, ce qui se joue essentiellement dans l'adaptation. Donc la gouvernance est plus simple, c'est plus local. Donc évidemment, ce sont les acteurs de la ville, les acteurs des territoires, vous tous, qui avez la main essentiellement sur l'adaptation, parce qu'on agit localement pour transformer, localement pour préparer, réparer, régénérer, comme on l'a dit. Donc, on passe aussi d'un impact macro, dont on ne voit pas toujours les effets, et on a dit en plus qu'ils étaient différés dans le temps long, à un impact immédiat. Ça veut dire aussi que, du coup, en atténuation, les bénéfices sont abstraits. Il faut une forme de métrique exogène finalement à l'action elle-même, c'est-à-dire mesurer par exemple la tonne de carbone et de dire aujourd'hui on est à X tonnes équivalent, on est à moins 30%, donc on met en place un appareil statistique. Et évidemment, on a un petit peu du mal à convaincre les citoyens que c'est bien ce qu'on a fait, puisque en fait on passe par le bénéfice, par la mesure en fait d'une statistique exogène à l'action elle-même et pas par l'action elle-même, à quelque chose qui, dans l'adaptation, en fait, est de l'ordre, où les bénéfices sont sensibles. Donc, des bénéfices abstraits aux bénéfices sensibles et d'une forme, quand j'ai parlé d'une statistique, de l'invisible mesurable, donc par un indicateur exogène à l'action, à quelque chose qui est à la fois directement visible et directement perceptible. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans un projet d'adaptation, finalement, on vit
dans un projet d'adaptation. On ne vit pas dans un projet d'atténuation, mais on vit dans un projet d'adaptation. Il y a une forme comme ça de l'abstraction au concret qui fait que, en fait, c'est beaucoup plus facile de convaincre. C'est beaucoup plus facile de trouver des ambassadeurs. Le terme a été utilisé à un moment aussi, puisque en fait, il suffit de parcourir, parce que j'ai dit qu'on pouvait vivre des projets d'adaptation, il suffit de parcourir un projet d'adaptation et d'en vérifier, enfin, d'en comprendre en fait l'intérêt et les bénéfices pour devenir soi-même le porteur de cette adaptation. Donc, en fait, ça crée ces ambassadeurs. Et ce qui est intéressant également, c'est que par rapport à des questions qui ont été aussi soulevées ce matin, c'est beaucoup plus facile d'engager les citoyens dans des projets d'adaptation, pour toutes les bonnes raisons que je viens de citer préalablement. Et après, évidemment, en termes d'enjeux, d'actions, de méthodes, etc., ça se joue de manière assez radicalement différente là aussi. Je ne vais pas être exhaustif sur ces sujets. Il faut aussi retenir que on a beaucoup misé, tout à l'heure j'ai dit beaucoup sur l'énergie dans le neuf, mais on a aussi beaucoup parlé des bâtiments, comme si en faisant des bâtiments suroptimisés, on allait répondre aux enjeux de la transition écologique. En fait, l'adaptation, elle concerne les bâtiments aussi, et je dirai pourquoi tout à l'heure, mais elle concerne aussi beaucoup le vide. Évidemment, le vide qui n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel enjeu aujourd'hui pour la politique publique, parce que c'est très bien. En fait, le politique public travaille essentiellement, est la garante de la qualité du vide, et donc, bon, pas de la vacuité, hein, du vide. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que en fait, l'adaptation se joue essentiellement dans ce vide, et on va inverser finalement la donne en ayant une approche, on va dire, de la sanctuarisation d'un certain nombre de ces qualités, enfin la préservation, la valorisation, d'abord la régénération, il faudrait dire au préalable, et la sanctuarisation de ces qualités de ce vide avant de pouvoir passer finalement la main au plein. Et donc, aujourd'hui, finalement, on faisait de la suroptimisation sur les pleins en laissant les vides plutôt comme une forme d'impensé. Et je pense que les choses doivent être inversées considérablement. Pourquoi aussi s'intéresser, enfin, j'ai dit adapter les bâtiments, etc. Vous connaissez tous la statistique aujourd'hui. Dans un pays comme la France, qui a une histoire urbaine très ancienne, une faible démographie, voire très faible, et de plus en plus faible dans les années à venir, on est sur un pays qui a un taux de renouvellement urbain qui est extrêmement faible. On dit, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure 99,9% sur 0,1% du problème, parce que la ville se renouvelle à moins de 1% par an. Donc, si on fait ça, si on conduit cette statistique de manière tendancielle jusqu'à 2050, vous connaissez tous cette métrique aujourd'hui, cet indicateur qui dit que 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Il faut faire la transposition sur 80% des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc, on se dit, ok, très bien. Bon, ça veut dire quand même à quel point il faut évidemment s'intéresser à l'existant et au déjà là. Mais, question subsidiaire, combien de ces bâtiments aujourd'hui, combien de ces espaces publics aujourd'hui qui existeront pour 80% d'entre eux en 2050, j'ai un peu inversé la statistique, pardon, sont-ils adaptés aux conditions de 2050 et aux conditions de demain? Réponse, quasi zéro. Donc on voit bien le chantier colossal, il y a 80% d'un stock qui en fait n'est absolument pas, qui sera encore présent en 2050 et absolument pas adapté aux conditions de demain. Donc il faut évidemment adapter l'existant, mais même dans les programmes du neuf, on voit aujourd'hui encore des cahiers des charges qui combinent finalement des données qui sont des données du présent, du passé et du présent, et qui n'imposent pas d'avoir un regard prospectif sur prouvez-nous que votre bâtiment sera encore confortable en 2050 ou en cas de crise sanitaire ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas tant que ça, des programmes qui nous racontent ça. Voilà, donc le gros chantier de l'adaptation, et après, donc, je vais de manière un petit peu subliminale passer en revue comme ça quelques horizons ou quelques principes, on va dire, pour adapter les territoires. D'abord, puisqu'on a dit qu'il fallait travailler de manière prospective, j'aime bien cette idée que, donc là je vais vous les faire très vite, hein. J'appelle ça le sud comme horizon. Alors ça marche pour l'hémisphère nord, pour l'hémisphère sud, vous verrez que c'est le nord comme horizon, mais le changement climatique fait qu'il y a une forme de migration des climats en fait, de l'équateur vers les pôles. Donc pour l'hémisphère nord, il y a une forme de migration, de remontée des climats du sud vers le nord. Et si on travaille de manière prospective, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on conçoit quelque chose, que ce soit sur un bâtiment existant transformé ou sur un bâtiment neuf, quand on conçoit quelque chose à l'instant T aujourd'hui dans un territoire donné, il faut se demander quel sera le climat en 2030, 2040, 2050 de ce territoire. Et évidemment, ça sera un climat plutôt du sud, donc ça veut dire que les modèles d'inspiration qu'on doit avoir aujourd'hui, ce ne sont pas ceux des pays du nord, contrairement à ce qu'on raconte partout, en disant « regardez ce que fait le nord ». Non, il faut
faut s'inspirer du Sud. C'est un beau renversement, puisqu'on attendait toujours que le Sud s'inspire du Nord, et non, le Nord doit s'inspirer du Sud, au moins par rapport à cette question du changement climatique. Et comme le climat n'est pas qu'une chose abstraite, alors Marseille doit donc s'inspirer évidemment de ce qui se passe sur le côté sud de la Méditerranée. C'est ce que fait déjà la ville, mais ça doit devenir un leitmotiv constant. Donc quand dans les cahiers des charges, on nous raconte encore aujourd'hui qu'il est interdit de rafraîchir un bâtiment parce que c'est diabolique de mettre du froid alors que c'est sympathique de mettre du chaud, on ne sait pas très bien pourquoi, parce que c'est à peu près pareil. Du coup, c'est une hérésie, évidemment, parce que ça veut dire qu'on fabrique des bâtiments dont on sait qu'ils seront impropres à leur destination en 2040 ou en 2050. Donc en tout cas, s'inspirer du Sud, ça veut dire aller voir d'autres modèles de rapport entre l'espace public et l'espace privé, d'autres modèles où la minéralité n'est pas de même nature, où l'aérisme, où la porosité aérolique n'est pas la même, etc., où on va jouer sur des épaisseurs d'ombre, où on va jouer sur des arcades, etc. Donc s'inspirer des modèles du Sud. Et si on considère que le climat n'est pas qu'une chose abstraite qu'on mesure par des indicateurs exogènes à un territoire, évidemment, il y a un lien très fort entre climat, histoire, culture. Donc ça veut dire qu'il faut déjà anticiper dès aujourd'hui finalement des formes d'hybrides climato-culturels plutôt que dans le grand remplacement. Du coup, un autre thème que j'appelle continuité, discontinuité, non-discontinuité, pour dire que originellement les faits naturels, les faits écologiques, les phénomènes naturels se jouent de façon continue sur la planète. Que ce soit le vent, la question de la biodiversité, la migration de la faune, etc. En fait, les activités humaines on passe notre temps à créer de la discontinuité, pour plein de bonnes raisons. On crée des frontières, on crée des périmètres, on crée des cadastres. La plus forte des discontinuités, c'est le mur. On bâtit pour séparer deux milieux, un milieu intérieur, un milieu extérieur, un lieu dont je suis propriétaire, un lieu dont je ne suis pas propriétaire. Et à force de créer ces discontinuités, c'est comme ça, c'est l'activité humaine, à force de créer ces discontinuités, il y a un moment où on arrive à des discontinuités qui remettent en cause finalement l'équilibre écologique d'un territoire, ou une somme de discontinuités qui va finir par remettre en cause là aussi l'équilibre écologique d'un territoire. La réparation, ça passe aujourd'hui par constater. Je pense que toutes les villes, toutes les métropoles devraient se doter d'un atlas des discontinuités, d'une cartographie des discontinuités, et à partir de ça, de se demander finalement, évidemment, de les hiérarchiser. Est-ce que celle-là remet en cause finalement un phénomène, une brise rafraîchissante qui se formait historiquement depuis la plaine en amont ou depuis la mer et qui venait balayer la ville, mais qu'on a bloqué par des constructions hasardeuses, etc. Est-ce que les espaces publics sont bien orientés? Bon. Et du coup, à partir de ça, de se demander quelles sont celles qui mettent en péril finalement l'équilibre écologique du territoire, quelles sont celles qui, par leur accumulation, mettent en péril l'équilibre écologique du territoire là aussi, et d'entamer finalement un projet de transformation en faisant des recherches. Je les ai appelées de non-discontinuité, puisque la continuité est originelle, soit on est la nature, soit Dieu, et si on n'est pas ça, en fait on ne peut que chercher de la non-discontinuité. Voilà pourquoi il y a ce terme un peu barbare. Donc un projet finalement de transformation par la réparation finalement des discontinuités opérées par l'homme. Et j'ai oublié une des discontinuités importantes, qui est le contrat. Enfin, on a même inventé donc le contrat de la discontinuité qui s'appelle la propriété. Donc ça veut dire aussi finalement travailler un peu ces logiques autrement. De la géographie à l'intime, c'est un peu cette même idée sur la continuité scalaire, puisque je viens de parler de l'exemple de la brise, on sait tous aujourd'hui, deux alliés pour pouvoir encaisser les épisodes caniculaires et donc avoir une résilience face au changement climatique, l'ombre et le vent. Prenons le vent pour parler de la continuité, donc la brise rafraîchissante. Je suis dans un bâtiment, j'ouvre ma fenêtre et j'attends que la brise vienne me rafraîchir une nuit. Alors les nuits des épisodes caniculaires, ça marche moyennement, vous le savez, mais en tout cas, une nuit un peu plus clémente en termes de température. Ah, mais il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'air dans la rue dans laquelle je donne, parce que en fait, cette rue n'est pas orientée comme il faut, elle a été bouchée en amont, etc., etc. Et donc, si on se pose comme ça toutes les questions de j'ouvre ma fenêtre pour sentir cette brise rafraîchissante, je comprends qu'il n'y en a pas, parce que finalement, il y a toute une chaîne en amont à regarder, on va remonter jusqu'à une échelle géographique. C'est pour ça que j'appelle ça de la géographie à l'intime, c'est-à-dire de la géographie à la fenêtre, on va comprendre qu'il y a une cohérence complète à avoir et qui se joue évidemment essentiellement dans la figure du vide dont je parlais tout à l'heure. Sinon, ça ne marche pas. Imaginons qu'on ait tout bien fait parce qu'on a réparé finalement le territoire. On ouvre la fenêtre, ça ne marche toujours pas parce qu'évidemment, il y a une question d'épaisseur des bâtiments. Est-ce qu'ils sont bi-orientés? Est-ce qu'ils sont traversants? Est-ce que la cellule de mon logement, parce que tous les opérateurs disent j'ai fait des logements 100% traversants, quand on regarde bien, en fait, c'est pas vrai. Il y en a 99% qui sont bi-orientés et 1% qui sont traversants.
Ça ne marche pas toujours de la même façon. Mais donc, évidemment, après, derrière, ça veut dire que si on organise la cellule logement avec les pièces de jour d'un côté, les pièces de nuit de l'autre côté, et qu'on a des adolescents qui ferment les portes pour dire « bon, venez pas me déranger », ça interroge jusqu'à finalement l'organisation de la cellule, et peut-être qu'il faut même réinventer, c'est pour ça que je parle de la géographie à l'intime, le petit volet de ventilation dédié à côté de la fenêtre, où ça permet, à côté de la porte d'une chambre, ça permet à l'adolescent de fermer sa porte, mais d'ouvrir finalement sa petite grille de ventilation, comme Le Corbusier a fait au couvent de la Tourette. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est extraordinaire. Et donc tout d'un coup, ça y est, ça se met à ventiler. Et donc en fait, on voit bien que cette continuité, elle va se jouer jusque dans l'intimité des logements. Si on continue en fait cette idée des discontinuités, ou en tout cas des cartographies des discontinuités, du projet de non-discontinuité, cette cohérence scalaire et cette question du vide, en fait, je pousse un peu le bouchon jusqu'à dire il y a sur tout territoire finalement une part que j'appelle la part inconstructible, qui doit rester éminemment vide. C'est-à-dire, soit elle existe préalablement, c'est-à-dire avant d'installer un nouvel établissement humain, ou alors dans la réparation, évidemment, aller retrouver les vides. C'est d'abord de se demander quels sont les cycles écologiques qui se jouent là? Quels sont ceux qui ont été altérés par de mauvaises décisions d'urbanisation? Quels sont ceux qui doivent être restaurés? Cette restauration va souvent passer finalement par retrouver des conditions de vide et de continuité dans tout ça. Et à partir de ça, je dessine finalement une espèce d'armature ou de charpente du vide qui est la charpente minimale, puisqu'on parlait de plafond et de plancher ce matin, en fait, qui est le plancher territorial minimum en deçà duquel l'équilibre écologique d'un territoire n'est pas assuré. Et une fois qu'on a dessiné ça, alors, par l'inversion, enfin dans les entre-deux, ça dessine finalement la part humanisable, la part constructible, la part bâtie, la part aménageable. C'est un changement radical. Jusqu'à maintenant, on construisait et on voyait bien ce qui se passait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a mis énormément de territoires en risque, un risque systémique. Donc l'inversion passe finalement par la reconnaissance de cette part inconstructible des territoires. Bon, tout ça, évidemment, ça appelle de nouvelles coopérations territoriales. J'ai plus beaucoup de temps, il me reste 2 minutes 53, donc je vais devoir passer vite. Mais pour dire que vous comprenez, enfin on comprend bien, parce que je me mets évidemment dedans, on comprend bien dans cette histoire que changer d'échelle, trouver l'échaînage, travailler sur ces non-discontinuités, etc., travailler sur ces cohérences scalaires, ça oblige en permanence à changer à sortir de son périmètre. J'interviens à un endroit, je dois me poser en permanence la question de qu'est-ce qui est en amont, qu'est-ce qui est en aval. Il faut se dire aussi que dans les questions de développement durable, et je reprends le terme parce qu'il faut arrêter de bâcher aussi tout ça, finalement, on hérite toujours d'un amont, chose qu'on a toujours oubliée, où à chaque fois on voit que chaque acteur dans son périmètre, avec ses prérogatives, son rôle, sa temporalité, refait son diagnostic, son cahier des charges, etc., sans toujours tenir compte suffisamment de ce qui est en amont. Donc on hérite d'un amont, et on est responsable d'un aval. Toujours. C'est cette question du passage de relais qui est absolument fondamentale. Et donc, comment tout ça, finalement, va dessiner de nouvelles coopérations territoriales, de l'amont à l'aval, où des communes centres et des communes périphériques, comme on dit, ou en tout cas des zones de densité, des zones de faible densité, avec ces... On pourrait aussi, par rapport à ce terme du bassin versant, finalement, revisiter une notion, enfin, ou inventer une notion du bassin fertile, où il n'y a pas d'opposition entre ville-centre et communes périphériques, mais on est plutôt dans des logiques de densité variable avec chaque entité qui, finalement, dépend des autres et nourrit les autres réciproquement. Donc ça permet de dessiner, finalement, une forme de territoire comme bien commun partagé à évidemment restaurer. Donc comment on restaure les équilibres écologiques, comment ces chaînages vont permettre d'engager des nouvelles coopérations, des nouvelles gouvernances, et donc considérer le territoire. Et on pourrait décliner en fait cette échelle du commun, enfin cette notion du commun évidemment à toutes les échelles, mais je n'ai pas le temps. Donc le territoire comme bien commun à partager, à préserver et plutôt à ménager plutôt que vouloir l'aménager, puisque le 1 est une négation. Donc ménageons nos territoires comme bien commun. Et donc je vais finir par la question de l'empreinte carbone, raisonnement un petit peu simplifié, mais pour comprendre l'ampleur de la tâche. Donc aujourd'hui en France, on est sur une empreinte carbone, je parle d'empreinte, pas d'émission directe, donc d'un petit 10 tonnes de CO2 donc par habitant.
On sait tous, pour tenir les objectifs de maîtriser le changement climatique à plus 1,5 degré ou plus de degrés, il faudrait que l'on arrive à 2. Donc 10 à 2, division par 5, ou moins 80%, c'est colossal, c'est du jamais vu, donc c'est un changement de société majeur qui se joue. Et si on regarde, nous, acteurs de la ville, acteurs des territoires, sur quoi on agit, en gros, on agit essentiellement sur un tiers central. Alors le raisonnement est un petit peu simplifié, c'est parfois un peu plus d'un tiers, ça dépend des territoires, ça dépend de la mobilité, etc., etc. On va dire un gros tiers central. Donc, le tiers, là, en rouge. Il y a un tiers amont, il y a un tiers aval. Donc quand on est acteur des territoires, évidemment, on doit d'abord agir en premier lieu sur ce sur quoi on a la main directement, c'est-à-dire ce tiers central, on va l'appeler le milieu physique territorial. Imaginons que j'arrive à gagner 50% des émissions carbone, on revient au carbone, en fait, sur ce tiers central. Je gagne 50%, on va simplifier le raisonnement, on va dire que ce tiers ça représente plutôt 40%, ce qui est vrai dans certains territoires. Je gagne 50%, ce qui n'est pas complètement gagné. Aujourd'hui, sur des projets classiques, on est plutôt à moins 30%. Mais imaginons qu'on avance un peu en technologie, et donc j'arrive à gagner 50%. Je gagne 50% sur quoi? Sur l'empreinte physique qui pèse 40%. Donc je gagne 50% de 40%, donc à la fin, je gagne 20% sur l'empreinte carbone des citoyens. Je viens de dire juste avant qu'il fallait gagner 80%, donc ça veut dire qu'on ne peut pas agir seul par la suroptimisation finalement du milieu physique. Évidemment, il faut faire le maximum. Attention, il ne faut pas faire du carbo-relativisme. On va utiliser ce néologisme là aussi. Mais il faut faire le maximum sur le milieu physique, là où on a peut-être plus la main, et parce que c'est plus facile, ou en tout cas, on l'a dit tout à l'heure aussi sur les projets, en couplant des logiques d'adaptation et d'atténuation. Donc faire le maximum sur le tiers central, mais adresser les deux tiers. Alors on va d'abord parler de celui qui est aval. Le tiers aval, c'est essentiellement de l'usage, donc des comportements, des modes de vie, de l'alimentation. On ne peut pas dire, quand on est acteur d'un territoire, si tu habites là, tu ne mangeras plus de viande, tu ne prendras plus l'avion et tu arrêteras de changer ton smartphone tous les ans. Mais en tout cas, on peut inciter à. Et aujourd'hui, on doit penser finalement nos opérations d'aménagement, d'aménagement du territoire, nos opérations d'urbanisme et nos opérations de construction, comme des plateformes d'incitation à la transition citoyenne. Et ça change aussi beaucoup les choses. Ça passe énormément par la programmation, ça passe énormément par une dimension beaucoup plus soft de la ville que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et puis, il y a un tiers amont, alors c'est pas tout à fait un tiers, mais qui en fait échappe au territoire, qui sont la résultante des politiques nationales ou internationales. Le mix énergétique, on n'en est pas totalement responsable, en tout cas le mix électrique, on n'en est pas complètement responsable au niveau des territoires. Et donc, troisième rôle donné aux acteurs des territoires, aux acteurs de l'aménagement. Donc on a dit le premier, faire le maximum évidemment sur le milieu physique, là on a directement la main. Deux, donner les capacités de sensibiliser, d'inciter et d'engager finalement les citoyens à leur propre transition écologique. Et donc troisième rôle, faire des opérations, en fait des véritables démonstrateurs pour infléchir les politiques publiques, nationales et internationales. Parce que moi je crois beaucoup à l'invention dans les territoires comme vecteur de démonstration, on va dire, et d'innovation. Voilà, donc il y a un peu de travail, mais je vous remercie. Merci beaucoup Franck pour ces propos inspirants. Ça nous fait prendre un petit peu de hauteur, de recul par rapport à tous ces sujets qu'on aborde depuis ce matin. Début d'après-midi, après le déjeuner, tout ça, bon, il n'y avait pas d'alcool. Vous voulez pas réveiller un petit peu la salle? Ça vous dit? Breton qui parle. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors voilà, on vous propose pendant quelques instants de se conditionner, voire de se préparer à ce qui nous vient. Premier petit exercice, je vais vous demander de vous laver. Sans geste brusque, bien sûr, nous sommes toujours en période digestive. Merci. Voilà, tranquillement. Et dans la mesure du possible, les téléphones sont au fond des sacs, les bras sont le long du corps, et vous fermez les yeux. Vous écoutez ma voix et rien que ma voix. Vous vous projetez dans votre ville. Oui, votre ville. C'est la vôtre. Vous promenez dans la rue que vous préférez et vous l'imaginez régénérer. Vous en saisissez les matières, les couleurs, les sensations de chaleur, de bien-être. Oui, c'est votre ville et vous l'aimez. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux
Et avec le bassin, nous allons ancrer la régénération puisque vous allez écrire en cursive, en toutes lettres, le nom de votre ville. Garges-les-Gonesse, bonjour. Ce sera plus difficile que Pau, mais on va le faire. Pour les points sur les i, vous pouvez sauter sur vous-même. Voilà, moi je viens de Rennes, par exemple. Voilà, on y va. Et on n'hésite pas vraiment à ancrer dans le bassin, bien sûr. C'est le fondement de cet exercice. C'est de pouvoir vraiment ancrer la notion de régénération. Ouais. Allez-y, on vous regarde. Et c'est pareil chez vous si vous êtes sur Teams. En distanciel, on vous regarde aussi. On a activé les webcams. Voilà, c'est bien, c'est bien. Super. C'est doux, c'est Ouais, doux. ouais. Les gestes sont doux, c'est un début de mouvement, vous avez raison. Pas de gestes brusques. Tout doux, ouvrons la porte de l'altruisme, on va prendre soin des autres, vous allez lever vos mains et vous tourner sur votre gauche, qui est évidemment opposée à la mienne, et vous allez poser tout doucement, prendre soin les uns des autres, c'est important, poser les mains sur les épaules de vos voisins, que vous allez pétrir généreusement pour tout doucement, mettre en circulation les énergies, Il y a un début de chenille. les synergies, nous ferons la chenille plus tard, Catherine. pardon. Voilà, et on prend soin de l'autre. Et on peut taper des petites tapes amicales pour faire circuler le sang, annoncer que la suite de l'après-midi va arriver. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, vous allez vous lever les mains et retourner dans l'autre sens. Et pétrir tout doucement et généreusement les épaules. Voilà, annoncez à vos voisins que nous prenons soin les uns des autres. Je te reconnais. Et petite tape amicale, voilà, des petites tapes sur le haut des épaules, les avant-bras, voilà. Voilà, et ça y est, vous sentez le sang qui circule, l'énergie qui circule entre nous. Nous sommes toutes et tous connectés. On peut Voilà. faire une grande inspiration, on va lever les bras en faisant l'inspiration, les bras jusqu'au ciel, vers le ciel, et ensuite à l'expiration, on va les baisser comme ça. Et une deuxième fois. Allez, une dernière. Et... Ça y est. Nous, l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait Allez, maintenant? on y va. Merci beaucoup. Merci. Allez, vite. Bon courage aux intervenants qui viennent pour passer après ça.